Ok, très bien. Donc je vais aller assez vite parce que il y a beaucoup de recommandations. L'objectif c'est pas de vous parler de toutes les recommandations, mais j'en ai ciblé une petite dizaine qui sont importantes, mais vous aurez l'intégralité de celles-ci sur la présentation. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la Surviving Sepsis Campaign? La Surviving Sepsis Campaign, c'est un regroupement d'experts qui est colligé par deux sociétés savantes qui sont l'ESICM, la Société européenne de réanimation, et la Société américaine de réanimation. Et pendant longtemps, les recommandations de la prise en charge du sepsis étaient principalement adultes et pas pédiatriques. Et pourquoi? Parce que on n'avait jamais trouvé le moyen de s'asseoir ensemble et surtout d'avoir une représentation un peu plus globale, c'est-à-dire hors US et Royaume-Uni, ce qu'on a réussi à faire une première fois en 2022, pardon. On a pu faire une deuxième itération de ces recommandations en 2026 et j'ai coordonné avec Tex Kisun de Vancouver ces deux itérations, ces deux guidelines et avec deux co-chairs qui étaient Scott Weiss de Nemours dans le Delaware et Mark Peters à Londres. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de personnes qui ont participé. Alors, il y a eu un certain nombre de publications. Vous avez les références ici, mais aussi des infographies qui sont disponibles sur les sites internet. Je vous ai mis les liens pour ça vous aider. Alors, qu'est-ce que ça représente? Globalement, c'est à peu près 70 experts internationaux qui représentent 13 organisations internationales, que ce soit des infectiologues, des infirmiers, des réanimateurs, des urgentistes, et qui ont pu émettre 61 recommandations, dont 20 nouvelles recommandations. Alors, c'est quelque chose d'important parce qu'habituellement, lorsqu'on refait la littérature, on n'arrive pas à avoir suffisamment pour faire 20 nouvelles recommandations. Et une des raisons, c'est que le fait de faire des guidelines, en fait, permet d'identifier les angles morts et pousser les équipes à essayer de trouver des réponses aux différentes questions. Donc, vous avez le détail des recommandations ici en termes de nouvelles recommandations au niveau de recommandations. Alors on va passer assez rapidement à travers 4 ou 5 items qui sont la reconnaissance de management de l'infection. Alors l'un des éléments importants de ces guidelines, c'est d'essayer de fournir des outils qui peuvent améliorer la prise en charge et en tout cas orienter les cliniciens à prendre en charge ces patients à travers différents algorithmes. Dans les éléments qui ont été considérés initialement, c'était de savoir est-ce que finalement on doit avoir une stratégie très fine d'identification des patients avec sepsis. Alors, autant que les itérations précédentes disaient qu'il fallait screener tous les patients pour trouver ceux qui avaient un sepsis, tous les patients hospitalisés, les nouvelles évaluations de la littérature sont pas du tout en cette faveur. Par contre, ce qui est très en faveur, c'est la nécessité, pour améliorer le pronostic de ces patients, de mettre en place des procédures opérationnelles standardisées dans les différents services, c'est-à-dire dans chaque service, savoir si vous êtes un patient qui arrive avec de la fièvre, on va faire ce type d'examen dans un délai de temps, on va commencer à mettre les antibiotiques, on va faire les prélèvements, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose dont la littérature est assez claire. Il faut essayer de mettre en place dans tous les environnements des procédures de prise en charge du sepsis. Et un des très bons exemples, c'est ce papier que je cite chaque fois, qui est un papier qui reprend l'ensemble des méningococcémies au Royaume-Uni et qui identifiait 3 facteurs indispensables qui changeaient le pronostic des méningococcémies. C'était le fait que les enfants n'aient pas été évalués initialement par des pédiatres, c'est-à-dire le retard au diagnostic, le retard de prise en charge seniorisé et surtout le retard d'administration des inotropes. Un des éléments qui est important dans les nouvelles recommandations, et c'est une recommandation forte, c'est d'utiliser le lactate comme outil d'évaluation de sévérité de ces patients, avec un lactate initial, puis une évaluation progressive sur les heures qui suivent la prise en charge, avec comme objectif d'optimiser cette clearance des lactates. Pourquoi? Parce que, évidemment, lorsque vous avez un sepsis ou un choc septique, le risque, c'est que vous ayez une dysoxie cellulaire, et si la dysoxie cellulaire n'est pas réversée, habituellement, ça va pas forcément très bien pour le patient. L'autre chose, et ça, c'était quelque chose d'important, c'est d'essayer de définir un tout petit peu les recommandations pour la mise en place des antibiotiques. Et ça, c'est un sujet très sensible, très sensible,
parce que en fonction de ce que disent des recommandations, ça oriente beaucoup les aspects médico-légaux dans certains pays du monde. Hein. Aux États-Unis, par exemple, si l'enfant qui arrive en choc, en choc, et chez qui on suspecte une infection, ben s'il n'a pas ses antibiotiques dans l'heure, ben ça peut poser problème pour les cliniciens et pour l'hôpital. Donc il y a eu beaucoup de débats là autour, mais il y a eu quand même en consensus pour dire ben le patient chez qui on suspecte en choc septique, il doit avoir ses antibiotiques rapidement. Et la raison, c'est qu'on sait que ça modifie le pronostic de ces patients, ça diminue la durée de ventilation, etc., etc. Ok. Il y a d'autres recommandations qui ont été faites et qui correspondent pas tout à fait à ce qu'on aurait imaginé, et particulièrement lorsqu'on connaît la littérature un peu plus large, la littérature adulte, mais qui est souvent biaisée par des études pédiatriques qui sont pas forcément très bien faites. Et un exemple, je l'ai mis là parce que je pense que c'est important, c'est la recommandation sur l'utilisation des bêta-lactamines, soit en discontinu, soit en continu. Alors, vous savez que les recommandations adultes et la littérature adulte est gigantesque sur la suggestion d'utiliser des bêta-lactamines en perfusion continue. Or, les études pédiatriques sont pas très bonnes et elles ne permettent pas de se positionner. Donc, les recommandations sont de on ne sait pas quoi faire, mais moi je vous encourage à suivre typiquement là les recommandations adultes qui sont vraiment solides. Alors Robert en a parlé avant, il a beaucoup insisté sur ce point, c'est un point sur lequel on insiste toujours, on l'a remise, c'est-à-dire la nécessité de contrôler le foyer infectieux, c'est-à-dire le source contrôle, et que ça change le pronostic. Alors, je vais pas aller dans les détails des études, mais c'est quelque chose qui est relativement... il y a quelqu'un qui ronfle, je sais pas où. C'est pas moi, en tout cas. Bon, passons au remplissage, stratégie de remplissage, parce que finalement, lorsqu'on prend en charge un sepsis, c'est toujours la question, est-ce qu'on remplit, combien, à quel moment, et à quel moment est-ce qu'on met les drogues vasoactives. Alors là, vous avez un petit détail schématique avec les différentes recommandations. Je vous encourage à regarder surtout la partie centrale, qui est une nouveauté qui était apparue sur les guidelines de 2022. C'était la nécessité de réévaluer de manière continue toutes les interventions, que ce soit l'intervention sur le remplissage ou autre. Et vous voyez que dans les recommandations qui sont fortement suggérées, il y a le fait d'utiliser des outils d'évaluation hémodynamique, des outils d'évaluation aussi du poumon, hein, au même titre que la mesure de d'autres paramètres. Et que si on regarde un tout petit peu ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire que l'évaluation de la réponse au remplissage pouvait se faire uniquement sur les éléments cliniques, ben vous regardez, le niveau de recommandation est plus faible. D'accord ? Ça, c'est quelque chose de relativement pertinent. Ok ? Alors, je vais pas insister plus sur cet aspect-là parce que je viens de le mentionner, c'est-à-dire que lorsqu'on remplit un patient, lorsqu'on met des drogues vasoactives, ben il faut faire une réévaluation après chaque intervention, et particulièrement sur les remplissages, que ce soit sur une évaluation hémodynamique avec des différents outils, mais aussi cliniques. On en a parlé ce matin lors de l'atelier. Alors les cibles qu'il faut atteindre, ben c'est toujours un peu la même chose, c'est du bon sens clinique. Hein, c'est si votre patient s'améliore, ben c'est bien. Si ça s'améliore pas, c'est pas très bien. Alors une nouveauté qui est apparue, qui n'était pas forcément évidente au départ, c'est que malgré le niveau pas forcément très solide des évidences, il y a quand même une recommandation d'utiliser chez les patients de réanimation en choc la saturation veineuse centrale en cave sup comme outil, comme cible, comme objectif thérapeutique chez les patients de réanimation. Alors, on peut en discuter, mais encore une fois, ça signifie que le patient en choc septique, on recommande quand même qu'il soit équipé correctement et qu'on puisse le monitorer. Ça, je voulais mentionner avant. Une nouvelle recommandation, c'est-à-dire d'utiliser l'échographie au lit du malade, que ce soit pour faire une évaluation cardiaque et pulmonaire pour guider la réanimation. Ça, c'est des choses dont je vous ai déjà mentionné. Alors, qu'en est-il des drogues ? C'est-à-dire noradrénaline, adrénaline. Globalement,
il n'y a pas vraiment de positionnement sur est-ce qu'il faut plutôt mettre de l'adré ou de la noradré, parce qu'il n'y a pas d'études qui permettent de distinguer ces deux drogues en termes d'efficacité en première ligne. Par contre, un élément qui est intéressant, c'est la volonté d'être relativement précoce dans l'administration des drogues vasoactives. À la question de savoir est-ce qu'il faut mettre rapidement la noradrénaline ou attendre d'avoir rempli comme une outre, entre guillemets, l'enfant, là, en fait, il n'y a pas de données de littérature qui peut suggérer l'un sur l'autre. Alors, on a de la chance parce que a été publié dans le New England il y a quelques jours une étude adulte qui a justement évalué l'efficacité d'une stratégie noradrénaline puis remplissage ou remplissage puis noradrénaline. Et en fait, il n'y a pas vraiment de différence dans cette étude. Mais globalement, la stratégie, ça reste d'essayer d'être le plus précoce dans la mise en route des vasopresseurs, parce qu'on sait que ça a un impact sur le pronostic global. Après, vous me direz que c'est vrai pour toutes les interventions chez des patients choqués. Un autre élément qui était important à mentionner, et on l'avait déjà dit dans les analyses précédentes, c'est de commencer la noradrénaline et surtout ne pas justifier de ne pas le faire parce qu'on n'a pas d'abord vasculaire central. Et il y a une recommandation maintenant qui est d'initier la noradrénaline sur des voies veineuses périphériques. Alors, on n'a pas été beaucoup plus loin dans les recommandations. Il y a quelques points discutés, c'est-à-dire, évidemment, on va commencer en périph', puis après, on va essayer de le mettre sur un cathé central. C'est pas positionné sur la concentration de la noradrénaline, mais il y a des études quand même qui montrent que si la concentration de la noradrénaline est de l'ordre de 0,5 mg par millilitre, en voie périphérique, c'est parfaitement toléré, il n'y a pas d'effet indésirable. La ventilation, qu'en est-il de l'intubation chez un patient qui présente un choc septique? Alors là, c'est important parce que on essaie de tordre le cou à cette croyance qu'il faut intuber tous les patients en choc septique. Dans la littérature, il n'y a pas suffisamment de données pour suggérer l'un ou l'autre. Par contre, très clairement, on doit considérer, alors ça doit être basé sur le jugement clinique, mais on doit considérer le risque cardio-circulatoire d'initier une intubation. Alors, rappelez-vous, intuber, ça veut dire anesthésier votre patient, c'est supprimer tout le drive adrénergique, et c'est typiquement dans ces circonstances que votre patient va s'arrêter, pour différentes raisons, mais l'intubation chez un patient en choc septique instable, c'est une situation à extrêmement haut risque d'arrêt. D'accord ? Donc les recommandations, c'est de bien réfléchir avant de le faire, mais que c'est pas une obligation de le faire tout de suite pour autant qu'il n'y a pas d'insuffisance respiratoire hypoxémiante majeure ou que le patient soit dans le coma. Les stratégies d'oxygénation chez ces patients, une fois qu'ils ont été intubés, il y a pas mal de pression pour essayer de pousser sur des cibles plus basses. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été publiée qui montrait pas de bénéfice à avoir une stratégie des cibles supérieures à 92% par rapport à une attitude conservative, mais il faut bien lire, parce que vous allez en entendre parler, il faut bien lire ces papiers, parce que les patients les plus graves ont été exclus, c'est-à-dire que dans la phase aiguë de la réanimation, s'il y avait une anémie, s'il y avait une pathologie cyanotique, s'il y avait un état de choc persistant, un low cardiac output, s'il y avait des défaillances multiviscérales, là, en l'occurrence, tous ces patients étaient exclus. Donc, cette notion d'avoir une stratégie conservative avec des cibles de SAT entre 88 et 92, c'est bien pour les patients en sepsis qui vont bien. D'accord? C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Les stéroïdes, on en utilise tout le temps, et principalement poussés par la littérature adulte, qui, elle, je vous le rappelle, est très, 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 très fortement positive, avec un niveau d'évidence qui est très élevé pour l'utilisation de l'hydrocortisone, plus ou moins d'un minéralocorticoïde. Malheureusement, les études pédiatriques, il n'y en a pas eu beaucoup, c'est des effectifs plus petits et négatifs. Donc, naturellement, les experts disent, en fait, on n'a pas assez de littérature chez l'enfant pour dire qu'il faut suggérer de mettre des corticoïdes ou pas. Alors, pour ça que je l'ai mis en orange, c'est que chez le patient qui est stable, hémodynamiquement, on va dire, je sais pas très bien ce que ça signifie, plutôt pas d'hydrocortisone. Par contre, chez le patient qui est instable, on est plutôt contre. Mais gardez à l'esprit que la littérature adulte est très fortement en faveur, d'accord ? Donc dans la pratique de la plupart des réanimateurs,
hein, malgré des recommandations qui sont basées sur la littérature, on va quand même mettre des stéroïdes. Là, je vous ai mis un des papiers que je trouve très très important, qui suggère fortement l'effet sur le devenir et l'outcome de ces patients, même en termes de mortalité. Alors là, je passe très rapidement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des cibles de température, est-ce que le patient qui a de la fièvre, il faut le traiter ou pas? Bon, il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il faut mettre des bicards chez le patient acide? Ben en fait, on sait pas trop, mais il n'y a pas vraiment d'évidence. Mais dans la pratique, c'est sûr que le patient choqué qui répond pas au vasopresseur va falloir faire quelque chose, soit le dialyser, soit lui mettre des bicarbonates. Est-ce qu'il y a des éléments pour justifier des cibles de calcium? Pas vraiment. Est-ce qu'il faut mettre de la vitamine, de la thiamine, etc. Globalement, il n'y a pas d'évidence qui permette de suggérer quoi que ce soit, hormis des situations où vous avez un déficit. C'est typique pour la thiamine. Le patient qui a un déficit en thiamine important, il va être extrêmement vasoplégique et ça peut mimer un choc septique. Ok. Dans les éléments qui sont importants, quelques éléments que je voulais vous transmettre, c'est la stratégie par rapport à la gestion du remplissage après réanimation. Alors là, c'est une nouvelle recommandation qui est quand même d'un niveau pas très élevé, hein, c'est une bonne pratique, mais on suggère très fortement d'avoir une stratégie active de négativisation du bilan entrée-sortie des patients, c'est-à-dire de mettre des diurétiques, de très attentif sur les prescriptions et de ne pas hésiter à dialyser les patients. Pourquoi? Parce qu'il y a des études non contrôlées, observationnelles, qui montrent très clairement un effet sur la mortalité, la durée de la ventilation. Alors ça, c'est peut-être un peu spécialisé, mais il y a eu une révolution dans la prise en charge, dans les recommandations. C'est que des stratégies qui sont utilisées et qui étaient utilisées en France depuis de nombreuses années sont maintenant à l'ordre du jour, c'est-à-dire lorsqu'on dialyse des patients en choc septique pour une instabilité hémodynamique, on recommande de les mettre en haut débit. On va traiter beaucoup plus, on va augmenter le volume traité de manière à essayer, entre guillemets, de nettoyer les cytokines parce qu'on sait que ça leur permet de stabiliser de stabiliser l'hémodynamique chez un certain nombre de patients et d'améliorer le pronostic. Alors, je ne vais pas aller sur échange plasmatique, stratégie d'épuration, assistance circulatoire, véno-veineuse ou véno-artérielle, parce que c'est pas forcément le propos, il n'y a pas de modification. Sur les immunothérapies, je vous en touche en mots très rapides parce que avec l'avènement de la compréhension de l'immunologie du sepsis, est apparu globalement des situations où on peut considérer peut-être d'utiliser des immunomodulateurs, mais pour l'instant, très clairement, il n'y a pas de recommandation qui le suggère ou qui l'empêche. Alors, pour les immunoglobulines, les recommandations actuellement, c'est de les utiliser, les administrer si vous avez un déficit primaire, si vous avez des comorbidités infectieuses ou immunosuppressives importantes, mais typiquement, c'est des patients qui ont un déficit acquis ou congénital en IVIG, c'est-à-dire un patient qui n'a pas d'immunoglobuline, il faut pas tergiverser, il faut lui en donner. La grande question, c'est les patients qui présentent des chocs toxiniques. C'est difficile à dire parce que les données de la littérature sont pas forcément très en faveur, et particulièrement chez l'enfant. Mais globalement, si on prend les données adultes et certains signaux pédiatriques, quand vous avez un choc toxinique avec une bactérie qui, typiquement à gramme plus, va falloir quand même considérer l'utilisation des immunoglobulines. Et pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? Parce que il y a eu les premiers essais contrôlés chez l'adulte d'utilisation d'interférons gamma, GM-CSF, dans les patients qui ont une immunodépression induite par le sepsis et d'immunosuppression type anakinra, typiquement de patients qui ont des profils de syndrome d'activation macrophagique qui sont intéressants, ça débute, mais ça va être un tout petit peu l'avenir. Et la grande nouveauté sur ces guidelines, c'est tout ce qui est en lien avec le suivi post-OREA qui est maintenant recommandé. Alors, donc, dans les messages, j'espère que j'ai tenu mon temps. Globalement, il n'y en a pas beaucoup. Le premier, c'est qu'il faut des procédures opérationnelles standardisées dans tous les environnements qui peuvent être confrontés à la prise en charge d'enfants en sepsis ou en choc septique. C'est-à-dire que l'enfant arrive, on sait ce qu'on va faire. On ne va pas réinventer la roue chaque fois. Et de pair à ça, d'avoir des stratégies d'évaluation de ces procédures et d'amélioration des prises en charge de ces enfants. Parce que lorsqu'on a bien montré, et typiquement en Australie, ils ont bien montré ça, c'est que lorsqu'on met en place des stratégies d'amélioration
de prise en charge avec des audits, on améliore le pronostic du patient. Après, dans les objectifs précoces, évidemment, ça va définir un tout petit peu de la sévérité du patient et on a inclus cette notion de sepsis probable, c'est-à-dire que votre patient vient, évidemment, on n'a pas l'identification, on n'a pas les biomarqueurs, on pense qu'il y a un sepsis, il a un profil, il a de la fièvre, etc. Donc, s'il y a un sepsis probable, on recommande de lancer l'intégralité des prises en charge dans les 3 heures. Et si on a un patient qui a un choc septique, qui est choqué, mais chez qui on suspecte que c'est dû à une cause septique, alors là, c'est dans l'heure. Et les éléments, c'est toujours les mêmes. C'est qu'il faut mettre les antibiotiques, il faut faire les prélèvements, il faut mettre le lactate et il faut commencer les vasopresseurs rapidement. Et si vasopresseur remplissage, indispensable de pouvoir faire des réévaluations à chaque intervention de manière à prévenir, à considérer que c'est un processus dynamique. Donc c'est un peu rapide, je suis désolé, mais je pense que j'ai fait le tour des recommandations les plus importantes.